Dans cette maison, le silence n'était pas la paix, mais la survie. Chaque bruit de clé dans la serrure me faisait me figer, apprendre à devenir invisible, à respirer si doucement que même les anges ne pourraient m'entendre. Pourtant, malgré tout, il venait toujours dans ma chambre et le cauchemar recommençait. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Ça me fait chaud au cœur quand vous interagissez avec moi. Je m'appelle Élise Dupont. J'ai 60 et quelques années et j'habite à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, depuis que je suis toute petite. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai cette petite maison simple, mais propre et bien rangée, avec mes plantes dans le jardin et mes tableaux accrochés au mur. Ceux qui me voient maintenant, vieille dame aux cheveux blancs et aux mains ridées, ne peuvent imaginer l'histoire que je porte en moi. Une histoire que j'ai gardée en silence pendant plus de 60 ans. Mes petits-enfants me demandent toujours de leur raconter des histoires de mon enfance, mais je leur invente toujours quelque chose de joli. Une promenade à Paris, un jeu de marelle. La vérité? Ah, ma chérie, la vérité. Je n'ai jamais eu le courage de la raconter à personne, jusqu'à aujourd'hui. Quand la nuit tombe et que je suis seule dans cette maison, il m'arrive encore de sentir l'odeur de ces médicaments et de me réveiller effrayée, le corps lourd comme si j'étais encore sous leur effet. Avant de poursuivre, je veux vous remercier de me regarder. Dites-moi dans les commentaires de quel coin de France vous m'écoutez. Ça me réjouit d'imaginer que mon histoire atteint des endroits que moi, une vieille dame de province, je n'ai jamais pu visiter. Et si vous aimez la chaîne Mémoire de grand-mère, abonnez-vous et mettez un pouce bleu à cette vidéo. Chaque like est comme une tasse de café que vous m'offrez pendant que je vous raconte mon histoire. Je suis née en 1946, à une époque où les enfants, surtout les filles, n'avaient ni voix ni choix. Mon père, le docteur Marcel Dupont, était le médecin le plus respecté de la ville. Tout le monde le saluait dans la rue, ôtait son chapeau quand il passait. Tous le considéraient comme un homme exemplaire, un saint tant il se dévouait pour ses patients, soignant même les plus pauvres au milieu de la nuit, parfois sans rien demander en retour. Le docteur Marcel est un ange, racontaient les gens autour de nous. Mais si seulement ils savaient ce qui se passait à la maison, loin des yeux du monde, ils auraient vu le monstre qu'il était. Pas un monstre bruyant, pas un monstre qui détruit tout autour de lui. Non, c'était pire, un monstre silencieux, méthodique, utilisant ses connaissances de médecin pour tout contrôler. Ma mère, Marie Dupont, semblait plus plongée dans un sommeil chimique que dans la réalité. Pour le moindre désaccord, pour la plus petite pensée qui différait de celle de mon père, il trouvait le moyen de calmer ses nerfs, une injection, un comprimé dans son verre d'eau, un remède quelconque. Ma femme n'ose pas la voix, ne conteste pas, ne trouble pas la maison, disait-il quand il croyait que je ne l'entendais pas. Parfois, maman restait des jours entiers à dormir ou à errer dans les pièces comme une âme perdue, le regard vide, prononçant des mots sans queue ni tête. J'étais très petite et je ne comprenais pas vraiment. Je pensais qu'elle était gravement malade, qu'elle avait besoin de tous ces médicaments. Notre maison se dressait sur un grand terrain, loin du centre-ville. Une belle demeure ancienne, avec une véranda à l'avant et un jardin immense à l'arrière. Vu de l'extérieur, c'était le foyer parfait. À l'intérieur, c'était une prison. Les fenêtres restaient closes, les rideaux toujours tirés. Un médecin a besoin d'intimité, répondait mon père quand une voisine s'étonnait du silence et du vide apparent de notre maison. Nous avions une bonne, Madame Simone, une femme âgée, mince, aux yeux baissés, qui exécutait chaque ordre de mon père sans jamais poser de questions. Elle voyait tout, savait tout, mais prétendait ignorer et ne rien voir. C'était comme si elle choisissait de rester aveugle et sourde. Aujourd'hui, je comprends sa peur. Perdre son emploi signifiait se retrouver sans rien, à la rue. À cette époque, une femme sans famille et sans instruction n'avait presque aucune option dans la vie. Vers mes 7 ans, j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait dans notre maison. Je me souviens de la première fois qu'on m'a invitée à l'anniversaire de la fille d'une voisine. J'étais folle de joie. J'avais passé la journée entière à imaginer le gâteau, les jeux, le plaisir d'avoir enfin des amis. Quand papa est rentré, je lui ai raconté en courant, tout excité. Une fête? Qui t'a donné la permission d'accepter une invitation à une fête? Sa voix restait calme, mais ses yeux étaient glacials, comme s'ils traversaient mon âme. J'ai essayé d'expliquer que la mère de la fillette avait parlé à Madame Simone et qu'elle avait donné son accord. D'accord, a rétorqué mon père. Dans notre maison, celui qui décide de ce qui est permis, c'est lui. Ce soir-là, quand maman a voulu intervenir pour moi, arguant que jouer avec d'autres enfants me ferait du bien,
il a simplement ouvert sa petite mallette noire qu'il traînait partout. Il en a sorti une seringue, l'a remplie d'un liquide transparent et l'a injectée dans le bras de maman, là, à table, devant tout le monde. « Tu es nerveuse, Marie. Il te faut du repos, a-t-il dit. Quelques minutes plus tard, sa tête tombait sur son assiette, ses yeux se voyaient tourner, sa bouche était molle. Il l'a prise dans ses bras et l'a conduite jusqu'à sa chambre. Quand il est revenu, il m'a pointé du doigt. « Tu vois ce que tu as fait ? Ta mère est nerveuse à cause de ton histoire de fête. Va dans ta chambre et n'en sors pas avant demain. » Bien sûr, j'y suis allée. J'avais vite appris que désobéir ne faisait qu'empirer les choses. Allongée sur mon lit, je serrais contre moi mon unique jouet, une poupée de chiffon que Madame Simone m'avait confectionnée en cachette. Je pleurais doucement, pour que personne ne m'entende. Par l'entrebâillement de la porte, j'ai vu mon père retourner au salon. Il s'est assis dans son fauteuil, un verre de whisky à la main, et est resté là, le regard vide, comme satisfait de ce qu'il venait de faire. C'était la première fois que je ressentais une vraie peur envers lui. Pas la peur d'un enfant qui craint une réprimande ou une punition. Non, c'était une peur profonde, viscérale. Le genre de peur qui vous glace l'estomac même par une journée chaude. Le genre de peur qui vous apprend à marcher sur la pointe des pieds, à respirer en silence, à exister comme une ombre dans votre propre maison. À l'école, j'étais la fille muette, celle qui ne participait jamais au jeu, qui s'asseyait au fond et ne parlait à personne. Les enseignants pensaient que j'étais timide. La fille du docteur Dupont, si bien élevée, un exemple, disait-il lors des réunions. S'ils avaient su que mon silence venait de la peur, que ma conduite parfaite n'était qu'une précaution pour éviter ses colères, ils auraient été choqués. Il y avait des jours où il rentrait de bonne humeur, apportait des bonbons, parlait doucement, semblait presque un père normal. Ces jours-là, j'espérais que tout pourrait s'améliorer. Mais il suffisait d'une parole de maman qui déplaisait ou d'un bruit trop fort pendant mes jeux pour que ce regard glacé annonce la tempête à venir. Vers mes 10 ans, j'ai commencé à ressentir physiquement ce que maman vivait. C'était un dimanche après-midi. Papa avait invité quelques collègues médecins pour déjeuner chez nous, un événement rare. La maison avait été soigneusement préparée. Madame Simone avait passé la journée en cuisine à confectionner les plats qu'il affectionnait. Maman, ce jour-là moins sous l'effet des médicaments, m'a aidé à enfiler une jolie robe et à coiffer mes cheveux avec des rubans. « Tu vas bien te comporter, n'est-ce pas ?» a murmuré maman en ajustant mon nœud. « Montre que tu es une fille bien élevée. » Dans ses yeux, je voyais la peur, la même peur qui me nouait l'estomac. Au début, le déjeuner se passa calmement. Les collègues de mon père parlaient de cas médicaux, de politique, de sujets que je ne comprenais pas. Je restais silencieuse, ne répondant que lorsque quelqu'un me posait directement une question, jusqu'à ce que le docteur Pierre me demande « Et toi, Élise, que veux-tu devenir plus tard ?» Sans réfléchir, je répondis avec enthousiasme « Je veux être médecin, comme papa. » C'était vrai. Malgré tout, j'admirais la manière dont mon père commandait le respect, comment il paraissait important lorsqu'il sauvait une vie. Un silence s'installa autour de la table. Le sourire jusque-là figé sur le visage de mon père s'évanouit. « Une fille n'a pas besoin de tant d'études, » dit-il avec un rire forcé. « Élise sera une bonne épouse, comme sa mère. Pourquoi remplir cette petite tête de médecine ?» Les autres médecins rirent et acquiescèrent. Le docteur Pierre haussa les épaules. « C'est vrai, Marcel. Pourquoi gâcher une petite fleur comme elle avec des livres ? Laisse-la broder, cuisiner, prendre soin de la maison. » Je ressentis un choc glacé comme si on m'avait jeté un seau d'eau froide. Mais le pire restait à venir. Lorsque tout le monde fut parti, mon père m'appela dans son bureau. Cette pièce où personne n'entrait sans permission, remplie de livres de médecine et d'une forte odeur d'alcool et de produits que je ne connaissais pas. « Qui t'a mis cette idée dans la tête ?» demanda-t-il, la voix basse et contrôlée, ce qui était toujours plus terrifiant que ses cris. « C'est ta mère ? Cette bonne insolente ? » « Personne, papa, répondis-je en tremblant. Je voulais juste être comme vous. » Il me regarda longuement, comme s'il scrutait quelque chose au-delà de moi. Puis il ouvrit un tiroir, prit une seringue et un petit flacon. « Tu veux savoir ce que c'est que d'être médecin ? Je vais te montrer. » Avant que je puisse réagir, il saisit mon bras avec force, enfonça l'aiguille et injecta le liquide. « C'est pour t'apprendre à ne pas dire de bêtises devant les invités. Un médecin doit savoir contrôler les patients difficiles. » Le monde se mit à tourner. Ma vision se brouilla. Mon corps devint lourd, comme si je m'enfonçais dans une rivière invisible.
Je ne pouvais plus bouger bras ni jambes. Je voulais crier, mais ma langue semblait trop grosse pour ma bouche. La dernière chose que je vis fut le visage de mon père, m'observant avec une curiosité scientifique, comme si j'étais une expérience. Je me réveillai dans ma chambre. Il faisait déjà nuit. Ma tête me lançait, ma bouche était sèche comme du papier. J'essayais de me lever, mais mon corps refusait encore d'obéir. Par la porte entr'ouverte, j'entendis maman pleurer dans le salon, supplier, « S'il te plaît, Marcel, elle n'est qu'une enfant, ne lui fais pas ça. »« Tais-toi, Marie », répondit sa voix toujours maîtrisée. « Je lui enseigne seulement la discipline. Où veux-tu qu'elle grandisse, avec des idées absurdes à se ridiculiser ?» À partir de ce jour, chaque faux pas, chaque mot déplacé, chaque mauvaise note à l'école devenait un prétexte pour qu'il me calme avec ses substances. Parfois, c'était un comprimé écrasé dans mon assiette, parfois une injection qu'il présentait comme une vitamine pour devenir forte. J'ai appris à détecter les signes, le goût amer dans le jus, l'eau légèrement trouble. J'essayais d'éviter de faire semblant de boire ou de manger, mais il le remarquait toujours. Bien sûr qu'il le remarquait. Il était médecin. Il savait exactement ce qu'il faisait. Les années passèrent, et la petite fille rêveuse qui voulait devenir médecin disparut. À sa place, une adolescente silencieuse, effrayée, incapable de soutenir le regard des autres, prit sa place. À l'école, j'étais invisible. À la maison, je n'étais qu'une ombre. Ma mère, de plus en plus absente, passait ses journées allongées, fixant le plafond, murmurant des mots sans sens. Madame Simone, seule témoin de notre malheur, gardait les yeux baissés, feignant de ne rien voir. Une seule fois, elle essaya de m'aider. J'avais environ 12 ans et je souffrais d'une forte fièvre après l'une des médications de mon père. Profitant de son absence pour une urgence, elle me prépara une tisane et posa des compresses froides sur mon front. Petite, chuchota-t-elle, jetant des regards anxieux autour d'elle comme si les murs pouvaient écouter, « Ce que ton père fait n'est pas juste. On ne traite pas une fille, une épouse ainsi. »« Alors pourquoi vous ne faites rien ?» demandai-je, les mots me venant avec difficulté tant j'étais faible. Elle baissa les yeux, honteuse. « Que peut faire une vieille femme comme moi contre un docteur ? Qui me croirait ? Je perdrais mon emploi, je me retrouverais à la rue, et vous resteriez seul ici. » Elle avait raison. À cette époque, dans ce lieu, la parole d'un médecin respecté valait plus que tout. Qui croirait une bonne, une épouse mentalement fragilisée, ou une enfant, menteuse et problématique ? Ainsi, nous restâmes prisonnières dans notre maison, vivant dans l'ombre du grand docteur Marcel Dupont, l'homme admiré dans la rue et redouté derrière nos murs. J'ai grandi habituée à cette peur constante, au goût amer des médicaments, à cette sensation d'être à moitié endormie, à moitié éveillée. C'est ainsi qu'il voulait que nous soyons, dociles, contrôlés, sans volonté propre. Vous pourriez vous demander pourquoi personne ne se doutait de rien. À cette époque, ce qui se passait à l'intérieur d'une maison relevait de la vie de famille. Personne n'intervenait. Et même si quelqu'un avait eu un soupçon, qui aurait eu le courage de défier un médecin respecté comme mon père, il avait toujours une réponse. Si maman semblait à moitié endormie, c'était parce qu'elle avait des nerfs fragiles. Si je restais silencieuse, apathique, c'était parce que j'étais une fille timide et bien élevée. Tout le monde le croyait parce qu'il voulait le croire. C'était plus simple, plus confortable, que d'admettre qu'un homme comme lui pouvait commettre de telles horreurs. C'est ainsi que les choses restèrent jusqu'à mes 15 ans, jusqu'au moment où quelque chose survint et changea tout. Quelque chose qui éveilla en moi une force insoupçonnée, la force nécessaire pour enfin affronter le monstre de notre maison. C'était l'hiver 1961 lorsque j'ai commencé à planifier notre fuite. Je venais d'avoir 15 ans et la situation à la maison empirait chaque jour. Maman parlait à peine. Elle vivait entre sommeil et veille, les yeux toujours vides, comme si son âme s'était évaporée depuis longtemps, laissant seulement un corps inerte derrière elle. Cette année-là, papa avait été invité à donner des cours à la faculté de médecine de Lyon. Il s'absentait 3 jours par semaine et ne revenait que les week-ends. Pendant ces rares intervalles de liberté, j'ai commencé à voir le monde autrement, à respirer sans cette peur qui me serrait constamment la poitrine. Lorsque son absence se faisait sentir, la maison semblait plus légère. Madame Simone travaillait doucement, presque librement. Je pouvais feuilleter les livres cachés dans la bibliothèque sans craindre la punition. Même maman paraissait s'éveiller légèrement de sa léthargie. C'est lors d'un de ces après-midi que je découvris son journal intime, caché dans une vieille boîte à couture au fond de l'armoire.
Un petit carnet à couverture bleue délavée, aux pages jaunies par le temps. Son écriture, ferme et élégante au début, devenait tremblante et confuse au fil des années. Marcel m'a administré un autre médicament aujourd'hui. Il dit que c'est pour mon bien, pour contrôler mon anxiété. Mais je ne suis pas anxieuse. Je veux juste vivre, respirer, être moi-même. Chaque jour, il devient plus difficile de me souvenir de qui j'étais avant lui. J'ai lu ces mots et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme jamais auparavant, comme si toutes ces années de retenue explosaient enfin. C'était la confirmation de quelque chose que j'avais toujours pressenti. Ma mère n'était pas malade. Elle était prisonnière, tout comme moi. Dans d'autres pages, elle parlait de moi, de sa culpabilité de ne pas pouvoir me protéger, de sa faiblesse face à lui. Élise a demandé à aller au cinéma avec ses camarades aujourd'hui. Marcel a dit non, comme toujours. Quand j'ai voulu intervenir, il m'a fait cette injection qui m'a endormie. Je sais qu'elle m'a vue tomber inconsciente. Quel genre de mère suis-je, si je ne peux même pas défendre ma propre fille? La découverte de ce journal a éveillé quelque chose en moi. La fille effrayée commença à céder la place à une jeune femme déterminée à changer notre sort. Si papa pouvait nous contrôler avec ses drogues, peut-être pourrions-nous utiliser cette force contre lui. C'était une pensée dangereuse, je le savais. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'avais une chance. J'ai commencé à observer mon père avec des yeux nouveaux, comme lui observaient ses patients. J'ai remarqué qu'il gardait ses « médicaments spéciaux », comme il les appelait, dans une armoire fermée à clé dans son bureau. La clé restait toujours dans la poche de sa blouse, sauf lorsqu'il prenait un bain. C'était une petite fenêtre d'opportunité, mais c'était tout ce que j'avais. Un vendredi, à son retour de Lyon, j'ai attendu qu'il aille à la salle de bain. Dès que j'ai entendu l'eau couler, j'ai couru dans sa chambre, le cœur battant si fort que je craignais qu'on puisse l'entendre dans toute la maison. Je mis la main dans la poche de sa blouse accrochée derrière la porte. J'y trouvai la petite clé argentée, exactement comme je l'avais imaginé. La clé fermement entre mes doigts, je me précipitai vers le bureau. Mes mains tremblaient tellement que j'eus du mal à l'insérer dans la serrure. Quand l'armoire s'ouvrit enfin, je découvris des dizaines de flacons, tous soigneusement organisés et étiquetés avec l'écriture précise de mon père. Je ne savais pas exactement quoi chercher. Je connaissais les effets, pas les noms. Je scrutai jusqu'à repérer un petit flacon de liquide transparent, étiqueté PAN total 5%, usage contrôlé. À côté, plusieurs seringues encore emballées. Mes doigts effleurèrent le verre froid et, dans un élan, je glissai le flacon dans la poche de ma robe et une seringue dans ma manche. Je retournai dans ma chambre, le cœur battant à tout rompre, et cachai mon petit trésor sous le matelas. Je remis la clé dans la poche de la blouse quelques secondes avant d'entendre l'eau s'arrêter. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Mon esprit bouillonnait, se demandant si ce que je planifiais était folie, si cela finirait par nous coûter la vie à toutes. Mais je me souvenais du journal de maman, de ses mots, de notre souffrance silencieuse depuis tant d'années, et je compris que je n'avais pas le choix. Pendant des jours, j'ai observé mon père, ses habitudes, ses routines. J'ai remarqué comment il prenait toujours un verre de whisky avant de se coucher. Comment il vérifiait maman pour s'assurer qu'elle était suffisamment sédatée. J'ai noté que lorsqu'il buvait, il devenait moins attentif, moins prudent. C'est alors que le destin, ou peut-être Dieu, mit entre mes mains l'opportunité parfaite. Papa annonça qu'il recevrait un collègue important pour dîner ce samedi. « Je veux la maison impeccable », ordonna-t-il. « Et toi, Marie, tu vas te comporter. Pas d'air confus ou endormi ce soir, c'est crucial pour ma carrière. » Pour la première fois depuis des années, il n'administrerait aucun médicament à maman ce jour-là. Il voulait qu'elle paraisse normale, l'épouse parfaite, pour impressionner son invité. J'ai dû retenir un rire ironique. La seule nuit où il exigeait sa lucidité était précisément celle où je prévoyais d'agir. Le dîner se déroula dans une tension palpable, perceptible uniquement pour nous, prisonniers de cette maison. L'invité, un médecin plus âgé, semblait émerveillé par la « famille parfaite » du docteur Marcel Dupont. Maman, encore faible mais plus alerte que je ne l'avais vue depuis des années, gardait un sourire poli sur son visage. Je servais à table en silence, comme ordonné. Lorsque le repas se termina et que les hommes se rendirent au bureau pour prendre un whisky et fumer leurs cigares, ma chance arriva. Avec précaution, j'ai sorti le flacon et la seringue de ma cachette. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le flacon en préparant la dose qui, si mes calculs étaient exacts et je priais pour qu'il le soit, suffirait à le rendre inconscient sans le tuer.
Je me dirigeai vers la cuisine où Madame Simone préparait le café destiné aux hommes. « Que fais-tu ici, petite ?» demanda-t-elle, surprise. « Ton père a dit de rester dans ta chambre après le dîner. »« Je suis venue aider avec le café, » répondis-je, tentant de paraître calme. « Laissez-moi le leur apporter. » Elle me fixa avec méfiance mais ne dit rien, probablement trop fatiguée pour discuter. Lorsqu'elle se retourna pour prendre les biscuits, j'injectai rapidement le liquide dans la tasse destinée à mon père. Je savais laquelle c'était grâce à son dessin spécifique, une tasse qu'il utilisait seul, ornée de l'emblème de la faculté de médecine. Je portai le plateau jusqu'au bureau, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre. Je servis l'invité en premier, puis mon père, évitant de croiser son regard. Je craignais qu'il lise dans mes yeux ce que j'avais fait. « Tu peux te retirer maintenant ?» ordonna-t-il sans même me regarder. Je retournai dans la cuisine, par les fentes de la porte, j'observai. Ils parlèrent, burent le café, rien ne se passa. Les minutes passèrent et je commençai à craindre l'échec, la dose était peut-être insuffisante, ou je m'étais trompé de tasse. Puis mon père commença à cligner des yeux à plusieurs reprises, comme pour chasser le sommeil. Sa parole devint traînante, les mots s'en mêlant. L'invité sembla inquiet et demanda si tout allait bien. « Juste fatigué » répondit mon père, la voix déjà distante. Puis, à l'horreur de l'invité et à mon soulagement coupable, il s'effondra dans le fauteuil, inconscient. S'ensuivit un moment de confusion. L'invité appela Madame Simone, qui accourut au bureau. Ils contactèrent un autre médecin, un ami proche de mon père. L'explication officielle fut un simple épuisement dû au surmenage. Personne ne soupçonna la fille silencieuse, la fille invisible qui obéissait toujours. Pendant que les médecins examinaient mon père dans sa chambre, je me précipitai vers celle de maman. Elle était assise au bord du lit, l'air confus, effrayée par tout ce tumulte. « Maman » chuchotai-je en prenant ses mains froides dans les miennes, « nous devons parler maintenant. » Je lui racontai tout, le journal que j'avais découvert, les drogues qu'il nous administrait, comment j'avais enfin renversé la situation. Je parlais vite, avec urgence, craignant qu'il ne se réveille à tout instant. Nous ne pouvons plus continuer ainsi, conclus-je, les larmes roulant sur mes joues. Ce n'est pas une vie, maman, c'est une prison, une torture. Je m'attendais à ce qu'elle soit horrifiée, qu'elle me réprimande, peut-être qu'elle révèle tout au médecin. Au lieu de cela, elle me regarda avec une clarté que je n'avais pas vue dans ses yeux depuis des années. « Je sais, ma fille, » dit-elle en serrant mes mains, « je sais tout. Je n'avais simplement pas la force de lutter. » À ce moment-là, nous avons pris notre décision. Nous savions que ce ne serait pas facile. Il était puissant, respecté. Nous n'étions que deux femmes fragiles, silencieuses, mais nous avions quelque chose qu'il n'attendait pas, la vérité. Et la vérité, une fois révélée, pouvait devenir une arme plus forte que n'importe quel médicament. Pendant que les médecins s'inquiétaient pour mon père profondément endormi, maman et moi avons commencé à mettre notre plan en action. D'abord, nous avons récupéré son journal, preuve essentielle de notre souffrance. Ensuite, profitant de la confusion, nous sommes allés dans le bureau de papa et avons ouvert cette armoire maudite. Ce que nous y découvrîmes était encore pire que tout ce que nous imaginions. Il ne s'agissait pas seulement de médicaments destinés à nous rendre dociles. Il y avait des cahiers détaillés, des notes méticuleuses sur les doses et leurs effets, comme si nous étions ses cobayes personnels. Les journaux d'un homme qui utilisait ses connaissances médicales pour contrôler, dominer, torturer. « Il doit payer pour cela », dit maman d'une voix ferme, pour la première fois depuis des années. Pas seulement pour nous, mais pour qu'il ne fasse jamais cela à quelqu'un d'autre. J'acquiesçai, consciente que ce serait presque impossible. Qui nous croirait contre la parole d'un médecin respecté ? Même avec toutes les preuves, ce serait notre parole contre la sienne. À cette époque, la parole d'un homme pesait plus lourd que tout. C'est alors que j'eus l'idée qui changerait tout. Une idée risquée, dangereuse, mais qui pouvait nous libérer. Nous avons besoin d'aide, dis-je à maman. Quelqu'un qu'il ne pourrait pas intimider, quelqu'un ayant assez d'influence pour nous protéger. Et cette même nuit, pendant que mon père restait inconscient, nous avons fait l'acte le plus courageux et désespéré de nos vies. Nous avons pris les journaux, les siens et celui de maman, et sommes sortis par la porte d'entrée, sans jamais regarder en arrière. Notre destination, la maison de l'évêque, Monseigneur Laurent, la seule personne dans la ville ayant l'autorité morale nécessaire pour affronter le respecté docteur Marcel Dupont. La nuit était glaciale lorsque nous arrivâmes à la résidence épiscopale.
Le gardien de nuit nous observa avec méfiance. 2 femmes seules à cette heure, l'une visiblement affaiblie, l'autre à peine adolescente. Nous devons parler à Monseigneur Laurent, insistai-je. C'est urgent. L'homme hésita, mais quelque chose dans notre air désespéré dut le convaincre. Quelques minutes plus tard, nous étions face à l'évêque, cheveux blancs et regard bienveillant, qui nous écouta attentivement raconter notre cauchemar. Quand nous eûmes terminé, il resta silencieux longuement. Je craignais qu'il ne nous croie pas, qu'il rappelle mon père, qu'il nous renvoie dans cet enfer. Au lieu de cela, il se leva, marcha jusqu'à une étagère et prit une Bible ancienne. « Ce que vous me racontez est grave, dit-il enfin. Tellement grave que je ne peux agir seul. Mais je vous promets que vous ne retournerez pas dans cette maison cette nuit, ni jamais, si c'est votre souhait. » Cette nuit-là, nous fûmes accueillis chez une veuve de confiance de l'évêque. Pour la première fois depuis des années, nous dormîmes sans peur, sans l'ombre de mon père planant sur nous. Les jours suivants furent un tourbillon. Monseigneur Laurent convoqua un conseil incluant le commissaire de police, le juge et un médecin extérieur, impartial, qui ne devait rien à mon père. Les preuves furent examinées, des témoins entendus. Madame Simone, d'abord réticente, finit par confirmer notre récit, sans doute poussée par le remords d'avoir tué trop longtemps. Mon père, lorsqu'il sut, réagit comme nous l'avions prévu. Il nia tout, prétendit que nous étions folles, que maman avait des troubles mentaux et m'avait influencée avec mes fantasmes. Il suggéra même que je devrais être internée pour mon bien. Mais il était trop tard. Les preuves étaient accablantes, ses registres détaillés, son journal, les traces d'aiguilles sur nos bras, les témoignages. Cependant, son prestige le protégea d'une condamnation publique. Dans la petite Clermont-Ferrand de 1961, un scandale pareil aurait été impensable. À la place, un arrangement fut proposé, il renonçait à tout droit sur nous, nous laisserait partir, et l'affaire serait traitée discrètement comme un divorce pour incompatibilité. À ma surprise, il accepta sans hésiter. Peut-être avait-il compris qu'il avait perdu le contrôle. Peut-être craignait-il que d'autres victimes apparaissent si l'affaire allait en jugement. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Ce que je sais, c'est qu'un jour de septembre ensoleillé, maman et moi étions sur le quai avec seulement 2 petites valises, contenant le peu qui nous appartenait vraiment. Destination Paris, où une cousine éloignée nous offrait refuge jusqu'à ce que nous puissions nous installer. Quand le train s'ébranla, laissant derrière nous la ville qui avait été notre prison, je vis maman sourire. Un sourire vrai, lumineux, que je n'avais pas vu depuis mon enfance. « Nous recommençons, » dit-elle en serrant ma main. « Nous allons vraiment vivre maintenant. » Et c'est exactement ce que nous fîmes. Paris en 1961 était un monde totalement différent. Nous descendîmes à la gare de Lyon, nos 2 petites valises en carton à la main, effrayés par la foule, le bruit, les immeubles gigantesques. Nous étions 2 provinciales, 2 survivantes, prêtes à tout recommencer à zéro. La cousine de maman, Madame Juliette, nous attendait sur le quai. Une dame dans la cinquantaine, veuve, couturière dans un atelier de Belleville. Elle nous embrassa sans poser de questions, geste pour lequel nous lui serions toujours reconnaissantes. « Venez, le métro va bientôt passer », dit-elle simplement en prenant une de nos valises. Son appartement était petit, une chambre, un salon, dans un immeuble ancien de la rue de Belleville. Nous partagions le lit à 3 comme des sardines, inconfortables mais en sécurité, et c'était tout ce qui comptait. Les premiers jours furent difficiles pour maman. Les années de drogue imposées par mon père avaient laissé des traces profondes. Elle tremblait, transpirait, parfois hurlait dans son sommeil. Madame Juliette calmait les voisines curieuses avec naturel. Marie est nerveuse, le déménagement, vous savez comment c'est, ça va passer. Et peu à peu, comme une fleur longtemps fermée qui s'ouvre enfin au soleil, maman revint à la vie. Ses mains cessèrent de trembler, ses yeux retrouvèrent de l'éclat, sa voix devint ferme. Ce fut un processus lent, avec des reculs et des peurs, mais elle était déterminée à vivre. Madame Juliette lui trouva un emploi dans son atelier. Marie avait toujours eu un talent pour l'aiguille et le fil, rarement exploité sous le joug de mon père. À présent, ce talent serait notre salut. Quant à moi, à 15 ans, il était temps d'étudier. Monseigneur Laurent nous avait fourni une lettre de recommandation pour le Collège Saint-Louis, dirigée par des religieuses. Grâce à cette lettre et à une bourse partielle, je pus terminer mes études secondaires. Étudier fut comme découvrir un monde nouveau, un monde que mon père m'avait interdit. Pour la première fois, je pouvais apprendre sans craindre de punition, sans craindre d'être trop curieuse, de poser des questions ou simplement d'exister.
Les religieux étaient stricts, mais leur rigueur reposait sur des règles claires, non sur l'humeur imprévisible d'un tyran. Entre-temps, nous louâmes une petite chambre dans l'arrière-cour d'une maison à Belleville. Une pièce avec salle de bain partagée, mais c'était à nous, notre premier vrai foyer. Nous pouvions entrer et sortir à volonté. Personne ne nous droguait, et la seule clé était la nôtre. Le salaire de maman en tant que couturière ne couvrait guère que l'essentiel. Après les cours, je me rendais dans l'épicerie du quartier pour aider, rangeant les étagères, servant les clients et livrant quelques commandes. Le propriétaire, Monsieur Antoine, un homme d'une générosité rare, mettait toujours de côté pour nous les fruits légèrement trop mûrs. Le pain de la veille, les boîtes un peu cabossées qu'il ne pouvait vendre à plein tarif, étaient aussi conservées pour nous. C'est du gaspillage de jeter, répétait-il souvent, mais nous savions tous que c'était sa manière de soutenir sans blesser notre fierté. Les années suivantes furent un mélange de travail acharné et de petites victoires. En 1963, maman décrocha un emploi plus stable dans une boutique de vêtements élégante. Son talent pour la couture impressionna la propriétaire, qui lui confia les retouches les plus délicates des robes importées destinées aux dames de Paris. Avec ce revenu un peu plus confortable, nous pûmes louer un petit appartement offrant notre propre salle de bain, un luxe que seuls ceux qui ont connu les toilettes partagées peuvent véritablement mesurer. J'achevai mes études secondaires avec d'excellentes notes. Contre toute attente pour une fille de mon âge à cette époque, je décidai de poursuivre mes études. Je renonçai à la médecine, ce rêve d'enfant désormais entaché par les souvenirs de mon père. À la place, je choisis l'enseignement. Maman appuya ma décision sans hésiter, même si cela signifiait encore 3 années de restrictions financières. L'éducation est la seule chose que personne ne pourra jamais t'ôter, répétait-elle, reprenant les mots du professeur Jacques qui me prêtait des livres en cachette quand nous étions encore à Clermont-Ferrand. En 196, alors que la France entamait les dernières années de l'ère gaulliste, notre petite famille de 2 femmes vivait de profonds changements. Maman fit la connaissance de Monsieur Olivier, un veuf travaillant comme comptable dans une usine textile. Il venait souvent à la boutique, sous prétexte d'acheter des présents pour une nièce qui, plus tard, se révéla n'avoir jamais existé. Il était étrange de l'avoir courtisée, de constater qu'un homme la traitait avec le respect et la gentillesse que mon père n'avait jamais montré. Je l'avoue, au début, j'étais méfiante. Et si derrière ce sourire courtois se cachait un autre monstre? Et s'il cherchait lui aussi à nous dominer, à nous soumettre? Un soir, après qu'il nous eût emmenés dîner dans un bistrot du Marais, notre premier vrai repas au restaurant, j'exprimai mes craintes à maman. « Moi aussi j'ai peur, ma fille, avoua-t-elle, assise au bord de mon lit. Je crois que cette peur ne me quittera jamais complètement. Ton père a laissé des cicatrices que rien ne pourra effacer entièrement. Mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous empêcher de vivre, de chercher le bonheur. » Elle avait raison. Et je compris que cette vérité serait notre force. Nous ne pouvions pas laisser mon père continuer à diriger nos vies, même à distance. Lui céder encore une fois aurait été lui offrir une victoire imméritée. La relation entre maman et Monsieur Olivier progressait avec lenteur, guidée par le respect et la prudence que 2 personnes ayant traversé des épreuves savaient observer. Il n'imposait jamais sa présence, ne pressait jamais les événements et ne franchissait jamais une limite non désirée. En 1966, ils se marièrent lors d'une cérémonie simple à la mairie, suivie d'un déjeuner modeste avec quelques amis. À 20 ans, fraîchement diplômée et déjà institutrice dans une petite école de quartier, j'étais témoin de ce moment. Voir maman dans cette robe bleu clair que nous avions cousue ensemble, un petit bouquet de marguerites à la main, le visage rayonnant d'un bonheur vrai, fut l'un des instants les plus beaux de ma vie. Monsieur Olivier, devenu mon beau-père, laissa couler des larmes en la voyant entrer dans la salle. Pas des larmes théâtrales ou forcées, mais celles d'un homme capable d'exprimer ses émotions sans honte. Ils s'installèrent dans une petite maison confortable à Montmartre, payée par mensualité par Monsieur Olivier. Je restai dans notre appartement, désormais entretenu uniquement par mon salaire d'institutrice, ce qui demandait encore plus de travail et de rigueur. Mais j'étais heureuse pour maman, heureuse de la voir enfin libre et aimée comme elle le méritait. La fin des années 60 apporta son lot de bouleversements et de défis. La situation politique en France devenait difficile et cela se ressentait partout, même dans les écoles. Mes classes accueillaient de plus en plus d'enfants dont les parents travaillaient de longues heures dans les usines, souvent avec la faim ou des difficultés familiales. Leurs histoires, différentes de la mienne, parlaient néanmoins de violence, de négligence ou d'abandon. C'est à cette époque que je rencontrai Charles,
un jeune professeur d'histoire de la même école. Il portait des idéaux, rêvait d'un pays plus juste et plus égalitaire. Nous passions des heures après les cours à discuter de projets pour les élèves, de livres, et à échanger nos idées sur l'éducation. Peu à peu, cette amitié professionnelle se transforma en quelque chose de plus intime. Ce fut un chemin lent, parsemé de peur et d'hésitation de ma part. Porteur, mes cicatrices rendaient difficile la confiance, encore moins l'amour. Charles fit preuve de patience, respectant mes limites, ne me pressant jamais. Lorsque je lui confiai enfin notre passé, les souffrances que nous avions traversées à cause de mon père, il ne montra ni pitié ni effroi, seulement de l'empathie. « Tu as survécu », me dit-il en tenant mes mains. « C'est ce qui fait de toi la personne la plus forte que je connaisse. » Nous nous mariâmes en 1968, lors d'une cérémonie simple mais pleine de joie. Maman et Monsieur Olivier étaient présents, ainsi que Madame Juliette, devenue pour moi une tante de cœur. Nos collègues enseignants, quelques élèves qui avaient développé un attachement pour nous, et les voisins qui nous avaient observés grandir et lutter. C'était notre famille choisie, celle que nous avions patiemment bâtie loin des ombres du passé. Pour notre lune de miel, nous sommes partis à Nice, 3 jours au bord de la mer dans un hôtel modeste. C'était la première fois que je voyais l'océan. Cette étendue bleue infinie qui semblait ignorer toute fin. Assise sur le sable, à regarder les vagues, j'ai ressenti une sérénité que je n'avais jamais cru possible. C'est étrange. Le monde semble à la fois immense et minuscule, non ? Commenta Charles assis à mes côtés. Il avait raison. Immense parce que nous prenons conscience de tout ce que nous ignorons, et minuscule parce que nous faisons partie de quelque chose de plus vaste. À Clermont-Ferrand, sous le joug de mon père, le monde se résumait aux murs étouffants de notre maison-prison. Maintenant, face à cet horizon infini, je comprenais que tout restait possible, que mon histoire était encore en train de s'écrire, et que l'avenir pouvait être façonné selon mes désirs. Charles et moi avons loué un petit appartement à Montmartre, et avons poursuivi notre métier d'enseignant. Puis, nous avons accueilli notre fille Sophie, nommée en hommage à la philosophe que j'admirais, celle dont les écrits m'avaient donné force et courage dans les moments les plus sombres. La tenir pour la première fois dans mes bras fut à la fois terrifiant et merveilleux. Terrifiant, parce que comme toute nouvelle mère, je redoutais de ne pas pouvoir la protéger, la guider, être la mère qu'elle méritait. Merveilleux, parce que dans ce petit être, je voyais une chance de recommencer, une vie vierge du poids du passé. En la regardant, je me suis promis qu'elle ne connaîtrait jamais les peurs qui m'avaient hantée, qu'elle grandirait entourée d'amour, de respect et de liberté pour devenir qui elle voulait. Sophie a grandi heureuse, curieuse et aimée. Charles était le père qui s'asseyait sur le sol pour jouer à la poupée, qui lisait des histoires avant le coucher, qui répondait patiemment à chaque « pourquoi » avec sincérité. Le père que je n'avais jamais eu, l'homme que mon père n'a jamais été. Pourtant, même au cœur de ce bonheur, le passé revenait parfois comme un spectre. Il y avait des nuits où je me réveillais en sueur, rêvant que j'étais de nouveau dans cette maison, que mon père approchait avec une seringue à la main, prêt à nous faire du mal à Sophie ou à moi. Charles apprenait à reconnaître ces instants, à me serrer dans ses bras en silence jusqu'à ce que la tempête intérieure se calme, à me rappeler que nous étions en sécurité, que plus personne ne pouvait nous atteindre. Ma mère aussi avait ses moments de trouble, bien que, avec les années, ils devinrent plus rares. Monsieur Olivier, homme de peu de mots mais d'une grande sensibilité, savait comment la ramener à l'instant présent lorsqu'elle se perdait dans les souvenirs, comment lui rappeler le bonheur que nous avions construit. En 1975, j'ai reçu une lettre de Madame Simone, notre ancienne bonne à Clermont-Ferrand. Elle m'informait que mon père était décédé, victime d'un AVC foudroyant. D'après elle, il était mort seul dans son cabinet, et son corps n'avait été découvert que le lendemain. La lettre m'a surprise, non parce qu'elle disait « La mort fait partie de la vie, et celle de mon père n'échappait pas à la règle », mais par l'absence totale d'émotion qu'elle a suscitée en moi. Je n'ai ressenti ni tristesse, ni colère, pas même un soupçon de soulagement. C'était comme recevoir des nouvelles d'un inconnu, quelqu'un qui n'avait plus aucun lien avec moi. « Veux-tu assister à l'enterrement » demanda Charles lorsque je lui montrai la lettre. J'ai pris un moment pour réfléchir avant de répondre. Non, cette page de ma vie s'était refermée depuis longtemps. Je n'avais rien à lui dire, pas même un adieu. Cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai repris le vieux journal de maman que j'avais gardé précieusement, et j'ai relu quelques pages. Pas pour me plonger dans la douleur des souvenirs,
mais pour mesurer le chemin parcouru, pour constater combien nous étions éloignés de cet obscur passé. Sur la dernière page, écrite de la main tremblante de maman, elle avait noté « Aujourd'hui, j'ai rêvé de liberté ». Dans ce rêve, Élise et moi étions sur une plage. Le soleil brillait. Nous pouvions aller où nous voulions, dire ce que nous voulions. C'était si tangible que, pendant un instant, en me réveillant, j'ai cru que c'était réel. Puis j'ai entendu ses pas dans le couloir, et j'ai compris que nous étions encore prisonnières. Mais le rêve semblait si vrai. Un jour, peut-être. J'ai refermé le journal, laissant des larmes silencieuses glisser sur mes joues. Oui, maman, ai-je pensé. Le rêve s'est réalisé. Nous sommes libres. Nous sommes nos propres maîtresses. C'est en regardant le passé avec la distance que le temps accorde, plutôt qu'avec la peur, que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Notre histoire de fuite et de renouveau n'était pas seulement une affaire de survie, c'était une question de transformation, prendre le pire de la vie et le convertir en force, en sagesse, en capacité d'aimer et d'être aimé. Et cette transformation, ce chemin de guérison et de réinvention, c'est ce que je veux raconter dans le chapitre suivant. Comment nous avons trouvé la force non seulement de continuer, mais de réellement vivre, de fleurir malgré les cicatrices, de bâtir une vie qui en valait la peine. Les années 70 ont apporté à la France, non seulement l'après-mai 68, mais aussi des changements profonds dans la vision des femmes sur leur place dans la société. Et moi, qui avais déjà brisé tant de chaînes, j'étais prête à embrasser ces changements. Ma carrière d'institutrice prit un tournant inattendu. En 1972, j'ai été invitée à apprendre la coordination pédagogique de l'école où j'enseignais à Montmartre. C'était un défi immense. Moi, qui avais été réduite au silence pendant tant d'années, allais maintenant guider d'autres enseignantes, tracer des chemins, faire entendre ma voix dans des réunions où j'étais souvent la seule femme présente. Je ne sais pas si je suis prête, confiai-je à Charles un soir, après que Sophie se soit endormie. Nous étions assis sur notre petit balcon, partageant une tasse de thé, le seul luxe que nous pouvions nous offrir avec notre budget serré. Personne n'est jamais vraiment prêt pour quoi que ce soit dans la vie, répondit-il avec cette sagesse calme qui m'apaisait toujours. On apprend en avançant. S'il y a quelqu'un qui peut transformer cette école, c'est toi, Élise. J'ai accepté le poste avec ce mélange familier de peur et de détermination qui m'avait toujours accompagnée dans mes décisions importantes. Très vite, j'ai compris que l'éducation pouvait être plus qu'un simple travail. Elle pouvait devenir une mission, un moyen d'empêcher que d'autres enfants traversent ce que j'avais vécu. J'ai mis en place un programme d'attention spéciale pour les élèves qui montraient des signes de difficulté à la maison. J'ai formé les enseignants à repérer les traces de violence, pas seulement physiques, mais aussi émotionnelles. J'ai créé un espace sûr où les enfants pouvaient parler, être écoutés et se sentir vus. Vous nous voyez différemment des autres adultes, n'est-ce pas, m'a dit un jour un garçon de 8 ans, les yeux baissés, après m'avoir raconté son père qui buvait et cassait tout à la maison. Il avait raison. Je comprenais, et cette compréhension née de la douleur est devenue mon outil le plus puissant pour faire changer les choses. En 1997, j'ai lancé un projet audacieux pour l'époque, des cours du soir pour les mères qui n'avaient pas terminé leur éducation de base. Beaucoup de ces femmes, comme ma mère autrefois, étaient coincées dans des relations abusives, sans indépendance financière, sans les connaissances nécessaires pour rêver à autre chose. Elles ne viendront pas, m'avait prévenu le directeur, un homme de l'ancienne école qui ne m'avait donné le poste que sur l'insistance du rectorat, qui voulait plus de femmes dans les rôles de leadership. Le mari ne laissera pas, l'enfant est petit, le travail est lourd toute la journée. Ce sera un échec. La première nuit, nous attendions 5 femmes. 23 sont venues. La semaine suivante, 38. À la fin du mois, nous avions des femmes inscrites de tous âges, avec des parcours de vie si différents et pourtant si semblables. Nous enseignions les bases, lire, écrire, compter. Mais nous parlions aussi de droit, de citoyenneté, de possibilités. Nous abordions, avec prudence en s'est entendu, comment l'indépendance commence par de petits choix, de petites résistances quotidiennes. Madame Gisèle, une dame de presque 60 ans qui n'avait jamais tenu un crayon auparavant, m'a embrassée en pleurant le jour où elle a réussi à écrire son propre nom. Maintenant, je peux signer mes documents, a-t-elle dit, avec une fierté que seules les personnes illettrées peuvent vraiment comprendre. Je n'avais plus besoin de ce doigt taché d'encre, de cette humiliation quotidienne. Ce travail auprès des femmes m'a poussé à reprendre mes études. En 1975, je suis entrée à la Sorbonne en sciences de l'éducation,
Un rêve qui semblait inatteignable pour la petite fille que j'avais été. Charles a accepté de prendre davantage de cours pour compenser la réduction de mon temps de travail. Maman et monsieur Olivier s'occupaient de Sophie les week-ends quand j'avais besoin d'étudier. L'université était un autre monde. Les discussions, même limitées par la tension politique ambiante, ouvraient des horizons insoupçonnés. J'ai découvert des théories éducatives révolutionnaires, lu Paulo Freire en cachette, débattu avec des collègues qui, comme moi, croyaient que l'éducation pouvait transformer des vies. Vous êtes différente de la plupart des étudiants, m'a dit un jour un professeur après ma présentation sur l'alphabétisation des adultes. Vous parlez avec l'urgence de quelqu'un qui connaît le problème de l'intérieur, pas seulement en théorie. Il avait raison. Je n'étais pas là seulement pour un diplôme ou une carrière meilleure. Je cherchais des outils pour continuer la révolution silencieuse que j'avais déjà commencée dans ma petite école de Montmartre. C'est aussi à cette période que maman, à 51 ans, a décidé de reprendre ses études. Inspirée par mon travail auprès des femmes de la communauté, elle s'est inscrite à un cours de couture professionnelle. La fille qui autrefois ne cousait qu'en cachette, sous le contrôle de son mari tyran, rêvait maintenant de son propre atelier. Il n'est jamais trop tard pour devenir celle que tu aurais dû être, m'a-t-elle dit en me montrant fièrement sa première robe entièrement créée et confectionnée par elle. La vie n'était pas facile. Concilier travail, études, maternité et les cauchemars qui revenaient parfois me hanter demandaient une force que je croyais ne pas toujours posséder. Il y a eu des jours où je me suis effondrée, où le poids semblait insupportable. Un soir, après avoir reçu une mauvaise note pour un travail important à l'université, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Charles m'a trouvé recroquevillée dans un coin de la cuisine, les genoux contre la poitrine, comme la petite fille effrayée que j'avais été. Je n'y arriverai pas, ai-je sangloté. Je ne suis pas assez intelligente, je n'ai pas de base. Je n'ai pas de temps. Qui étais-je en train de tromper? Charles n'a pas tenté de me rassurer avec des paroles creuses. À la place, il a pris un cahier et a commencé à lire à voix haute un texte que j'avais écrit pour mes élèves d'alphabétisation. Une histoire simple, celle d'une femme qui plantait un jardin sur un terrain que tout le monde disait aride. Cette femme ici, a-t-il dit en pointant le cahier, qui a fait pousser des fleurs entre les pierres, qui a vu des possibilités là où tout ne voyait que des limites. C'est toi, Élise, la même qui a survécu à l'enfer et transformé cette expérience en compassion pour les autres. Ces mots ont frappé mon esprit comme un éclair de clarté. Je ne me battais pas seulement pour mon avenir, mais pour celui de tant d'autres femmes et enfants qui, comme moi, comme maman, étaient prisonniers de situations sans issue. J'ai repris mes études avec une détermination renouvelée. En 1978, je me suis diplômée avec les honneurs. J'étais l'élève la plus âgée de la promotion, la seule déjà mère, travaillant à plein temps, portant des cicatrices invisibles. Ces cicatrices, au lieu de me fragiliser, me rendaient plus forte. La même année, j'ai été invitée à développer un programme pilote de soutien aux familles en situation de violence domestique pour le rectorat de Paris. C'était un travail délicat, surtout dans une société qui commençait à peine à reconnaître ses problèmes. Ce qui se passe dans une maison est une affaire privée, répétait le vieux discours que je connaissais si bien. Mais je savais par expérience combien cette pensée était dangereuse. Elle permettait à des monstres comme mon père de continuer à détruire des vies derrière des portes fermées, protégées par le silence complice de la société. Le projet a été baptisé d'un nom neutre, Programme d'intégration famille-école. Derrière cette façade inoffensive, nous avons créé un réseau de soutien. Nous identifions les enfants en situation de risque, offrons un appui psychologique, une orientation juridique, et intervenons, si nécessaire, pour retirer les mineurs d'un environnement dangereux. Ce n'était pas facile. La résistance venait de partout, de l'intérieur même du rectorat, de directeurs d'école qui ne voulaient pas de problème, d'une société qui voyait encore la violence domestique comme quelque chose de normal et privé. Mais petit à petit, cas par cas, nous faisions la différence. Je me souviens particulièrement de Marine, 13 ans, arrivée dans notre programme grâce à une enseignante attentive. Elle montrait tous les signes que je connaissais si bien, regard baissé, silence, sursaut à chaque mouvement brusque, marque d'aiguille qu'elle tentait de cacher. Quand nous avons finalement pu intervenir, nous avons découvert que son beau-père, pharmacien, la droguait régulièrement avec des médicaments volés à son travail. L'histoire était si similaire à la mienne que, pendant un moment, j'avais l'impression de revoir mon propre passé. La différence ? Marine n'a pas eu à attendre jusqu'à ses 15 ans pour s'échapper, ni à planifier seule sa fuite. Il y avait maintenant un réseau,
petit et imparfait, mais réel, prêt à la soutenir. Voir cette fille, des mois plus tard, récupérer sa voix, son sourire, sa capacité à rêver, a été la confirmation que tout l'effort en valait la peine. Les nuits passées à étudier, les week-ends sacrifiés, les batailles constantes contre la bureaucratie et les préjugés n'étaient pas vaines. En 1980, le programme desservait déjà 12 écoles dans l'est de Paris. Ce n'était pas beaucoup pour une ville de cette taille, mais c'était un début. Une graine plantée qui continuerait à croître dans les années suivantes. Cette même année, maman a réalisé son rêve. Elle a inauguré un petit atelier dans le quartier du Marais, avec 2 machines à coudre industrielles achetées à crédit. Création Marie, disait la plaque modeste devant la boutique. Un hommage non seulement à son nom, mais à l'aube d'une nouvelle vie. Nos chemins, autrefois si marqués par la peur et la douleur, débordaient maintenant de possibilités. Sophie, 10 ans, était une fille brillante, curieuse, confiante, tout ce que je n'avais pas pu être dans mon enfance. Charles, toujours mon port sûr, avait été invité à enseigner l'histoire dans la même université où je m'étais diplômée. Nous avions réussi non seulement à survivre, mais à prospérer. Transformer le poison en remède, la douleur en but. Nous n'étions plus des victimes, mais des agents de changement, chacun à sa manière. En 1982, j'ai reçu une invitation que je n'aurais jamais imaginée, donner une conférence lors d'un congrès d'éducation à Paris sur notre programme de lutte contre la violence domestique. Moi, qui un jour avais été réduite au silence dans ma propre maison, j'aurais maintenant une voix dans un auditorium plein. Je serais écoutée par des éducateurs de tout le pays. La nuit avant la conférence, assise sur le balcon de notre maison, maintenant la nôtre, achetée avec tant de sacrifices, j'ai regardé les étoiles et pensé au long voyage qui m'avait amené jusque-là. Pas seulement le voyage physique de Clermont-Ferrand à Paris, mais le voyage intérieur, des ombres à la lumière, de la peur au courage, du silence à la parole. J'ai pensé au journal de maman, à ce rêve de liberté qu'elle avait eu il y a tant d'années, quand la liberté semblait impossible. J'ai pensé à toutes les femmes qui, comme nous, vivaient encore prisonnières dans des situations similaires, sans voir d'issue, sans imaginer qu'un autre type de vie était possible. Et là, sous le ciel étoilé d'une nuit de juin, je me suis fait une promesse. Tant que j'aurai des forces, j'utiliserai ma voix, mon expérience, mes connaissances pour ouvrir des portes, illuminer des chemins, être la main tendue dont maman et moi avons tant eu besoin un jour. Parce que la vraie liberté, j'avais appris, ne consiste pas seulement à échapper à nos prisons, mais à aider les autres à trouver leurs propres clés. Comment cette petite institutrice de Montmartre est-elle devenue une voix nationale contre la violence domestique? Comment notre programme s'est-il étendu à d'autres villes? Comment avons-nous affronté de nouveaux défis dans les années 80? En août 1982, je suis montée sur la scène de l'auditorium à Paris, les genoux tremblants et le cœur battant à tout rompre. Faire face à un public de 500 éducateurs était plus effrayant que n'importe quel cauchemar sur mon père. Mais dès que j'ai commencé à parler de notre programme, des enfants sauvés, du réseau de protection que nous construisions, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ma voix, d'abord hésitante, a gagné en force. La violence domestique n'est pas un problème familial, ai-je déclaré, défiant des décennies de silence complice. C'est un problème social qui exige des réponses collectives. J'ai terminé ma conférence par un appel direct. Chacun de vous connaît au moins un enfant qui va à l'école en portant plus que des livres sur le dos. Il porte la peur, la honte, des secrets trop lourds. Ne faites pas semblant de ne pas voir. Ne faites pas ce que tant ont fait avec moi et avec des milliers d'autres enfants. Le silence qui a suivi était lourd, chargé d'émotions. Puis, lentement, les applaudissements ont commencé. Des gens se sont levés, certains pleuraient. À ce moment, j'ai compris que mon histoire personnelle s'était transformée en un outil de changement. Après la conférence, des dizaines d'éducateurs m'ont approché. Ils voulaient savoir comment mettre en œuvre le programme dans leur ville. D'autres, en privé, partageaient leurs propres histoires d'abus, gardées pendant des années sous des couches de honte et de peur. Vous m'avez donné du courage, m'a dit une enseignante de Marseille en serrant mes mains. Peut-être que je peux aussi transformer ce que j'ai souffert en quelque chose qui aide les autres. Je suis rentrée à Paris avec un dossier plein de contacts et une mission encore plus grande. Notre petit projet local avait maintenant le potentiel de s'étendre, de croître au-delà de toutes les limites que j'avais imaginées. Dans les mois suivants, j'ai voyagé dans plusieurs villes de France, utilisant mes vacances ou des congés sans solde. L'argent était rare, la fatigue immense, mais la détermination surpassait les deux. Charles, toujours mon soutien,
assumait plus de responsabilités à la maison quand j'étais absente. Sophie, désormais âgée de 12 ans, comprenait l'importance de mon travail et m'aidait même à préparer le matériel pour les conférences. Maman sauve d'autres petites filles, expliquait-elle simplement aux amis qui demandaient pourquoi sa mère voyageait tant. La fierté dans sa voix était ma plus grande récompense. En 1983, un événement inattendu a changé le cours de notre travail. Un cas que nous avions traité, celui d'une fille de 10 ans abusée par son oncle médecin, a été relayé par la presse. Le Monde a publié un reportage d'une page entière intitulé « Le silence qui tue, la violence cachée dans les foyers français ». L'article parlait de notre programme, de la façon dont nous identifions et aidons les enfants en situation de risque. Mon nom apparaissait plusieurs fois comme coordinatrice de l'initiative. Je ne cherchais pas la notoriété, mais cette exposition s'est révélée être un tournant. Le jour suivant la publication, le téléphone de l'école n'a pas cessé de sonner. C'étaient des éducateurs cherchant à connaître notre méthodologie, des assistantes sociales proposant un partenariat, des psychologues volontaires. Mais aussi, et cela m'a surprise, des mères désespérées cherchant de l'aide, des adolescents rassemblant le courage de dénoncer des abus, même des hommes reconnaissant des comportements violents et demandant orientation. « Vous avez ouvert une vanne », m'a dit le directeur de l'école qui avait finalement embrassé notre cause. Il y a beaucoup d'eau retenue là-dedans. Il avait raison. Derrière la façade de normalité de la société française, il existait un océan de souffrances silencieuses, de violences naturalisées, de victimes sans voix. Et, d'une certaine manière, notre petit programme était devenu un pont pour que ces voix puissent enfin être entendues. C'est à cette époque que le travail a commencé à prendre une dimension que je n'aurais jamais imaginée. Le rectorat de Paris, impressionné par les résultats, a décidé d'étendre le programme à toutes les écoles de la capitale. J'ai été invitée à coordonner cette expansion, ce qui signifiait quitter la salle de classe, mon port sûr depuis tant d'années. « Tu toucheras beaucoup plus d'enfants ainsi », a argumenté Charles quand j'ai partagé mes doutes avec lui. « Tu n'abandonnes pas l'enseignement, tu élargis ton impact. » J'ai accepté le défi avec ce mélange d'appréhension et de courage qui semblait m'accompagner à tous les carrefours de la vie. Dans ma nouvelle fonction, je coordonnais une équipe de professionnels, formais des éducateurs, articulais des partenariats avec des organismes de protection de l'enfance qui commençaient à se structurer dans le pays. Le travail était épuisant, souvent frustrant à cause de la bureaucratie et des résistances. Mais à chaque enfant protégé, à chaque famille aidée, je sentais que je payais une dette non pas avec mon passé, mais avec mon présent, avec la fille qui avait réussi à s'échapper et qui avait maintenant le devoir de tendre la main à d'autres. En 1984, alors que la France vivait sous la présidence de François Mitterrand, notre programme a franchi une étape importante de plus. Nous avons établi un partenariat avec la faculté de médecine de la Sorbonne pour former des professionnels de santé à l'identification des signes de violence domestique. L'ironie ne m'a pas échappé. Moi, fille d'un médecin qui avait utilisé ses connaissances pour nous contrôler et abuser, je travaillais maintenant pour que d'autres médecins utilisent leur savoir pour protéger, pour guérir, pour sauver. Le docteur Michel Garnier, pédiatre coordonnant le projet pour la faculté, rendait cette ironie encore plus poignante. J'ai découvert au cours de nos conversations qu'il avait été l'élève de mon père à Lyon dans les années 60. Je me souviens de lui comme d'un professeur brillant mais distant, froid, a-t-il commenté un jour, ignorant le lien que j'avais avec l'homme qu'il décrivait. Le genre de médecin qui sait tout sur les maladies et rien sur les patients. J'ai gardé cette coïncidence pour moi pendant des mois, incapable de révéler la vérité, jusqu'au jour d'une formation particulièrement intense sur l'abus de substances chez les enfants. J'ai senti que c'était le moment. La connaissance médicale peut guérir ou détruire, ai-je dit au groupe de résidents qui nous écoutaient. Je sais cela de première main. Le médecin que vous admirez, Dr Garnier, était mon père, et il a utilisé son savoir pour me droguer, pour contrôler ma mère, pour transformer notre maison en prison. Le silence qui a suivi était électrique. Le docteur Garnier a pâli. Les autres médecins échangèrent des regards confus. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'un des jeunes résidents, à peine sorti de l'adolescence, se leva, les yeux embués. Quand j'avais 6 ans, mon oncle, qui était aussi médecin, nous donnait des vitamines à ma cousine et à moi. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris ce qu'étaient réellement ces injections et pourquoi nous ne nous souvenions de rien après. C'était comme si un barrage s'était rompu. Peu à peu, d'autres médecins commencèrent à partager leurs histoires, non seulement des patients qu'ils avaient soignés, mais aussi leurs propres enfances. Les abus dont ils avaient été témoins ou qu'ils avaient subis, le silence maintenu pendant des générations.
C'est pour cela que j'ai choisi la pédiatrie, confessa une médecin plus âgée. Pour devenir le médecin dont j'avais besoin quand j'étais enfant et que je n'ai jamais trouvé. Ce moment de vulnérabilité collective, de vérité enfin dite à haute voix, transforma notre partenariat de manière que je n'aurais jamais imaginée. Les médecins cessèrent d'être de simples alliés professionnels et devinrent de véritables compagnons de cause, chacun apportant ses motivations personnelles, ses cicatrices transformées en engagement. En 1986, alors que la France se consolidait après les réformes sociales de la gauche, notre programme reçut un nom officiel qui reflétait mieux son objectif, Réseau Abri, protection intégrale de l'enfance et de l'adolescence. Nous n'étions plus seulement un projet pilote expérimental, mais une politique publique consolidée, avec une méthodologie propre, des résultats mesurables et surtout, la reconnaissance de la société. Maman, maintenant âgée de 51 ans, suivait ma trajectoire avec un mélange de fierté et d'étonnement. Son petit atelier avait grandi, comptant maintenant 3 couturières en plus d'elle-même, spécialisées dans les robes de fête. Qui aurait imaginé, commentait-elle parfois. Cette femme, droguée, sans volonté propre, arriverait à avoir sa propre entreprise et à voir sa fille changer la vie de tant de personnes. C'est d'elle qu'est venue l'idée qui allait ouvrir un nouveau chapitre dans notre travail. Pourquoi ne pas créer quelque chose pour les mères aussi? Pas seulement pour celles qui subissent la violence maintenant, mais pour celles qui, comme moi, ont réussi à s'échapper et tentent de reconstruire leur vie. Cette question simple donna naissance au projet Recommencement, un programme de soutien pour les femmes ayant quitté des relations abusives. Nous offrions tout, de l'orientation juridique aux cours professionnalisants, en passant par les groupes de soutien psychologique et l'aide à la recherche d'un logement sûr. Maman devint l'une des volontaires les plus actives, enseignant la couture de base aux femmes qui, comme elle autrefois, avaient besoin de trouver un moyen de se soutenir après avoir laissé derrière elles tout ce qu'elles connaissaient. Quand je tiens leurs mains tremblantes pour leur enseigner les premiers points, me confia-t-elle un jour, je me souviens de mes propres mains, de la façon dont elles tremblaient pendant des années après notre départ de Clermont-Ferrand. La peur ne s'en va pas d'un coup. C'est un processus lent, comme apprendre à coudre. Point par point, jour après jour. En 1986, notre famille connut une autre transformation. Sophie, alors âgée de 16 ans, annonça qu'elle voulait étudier la médecine. Un frisson me parcourut l'échine. L'ombre de mon père, que je croyais avoir exorcisé, revenait me hanter brièvement. « Tu es sûre, ma fille ?» demandai-je, essayant de cacher mon malaise. La médecine est un chemin difficile. Ses yeux brillaient d'une façon qui me rappelait mes propres rêves d'enfant, ceux que mon père avait brisés. « Je le suis, maman. Je veux être pédiatre. Je veux continuer ton travail, mais à ma façon. Je veux être pour d'autres enfants le médecin dont toi et grand-mère aviez besoin et que vous n'avez jamais eu. » À cet instant, j'ai compris que le cercle se refermait. Le rêve qui m'avait été volé renaissait maintenant à travers ma fille, non comme une répétition du passé, mais comme sa rédemption. Charles, toujours attentif aux courants invisibles qui nous traversaient, posa un bras autour de mes épaules. « La différence, dit-il doucement, c'est qu'elle nous a tous les deux pour la soutenir, pour la protéger, pour célébrer chaque étape de son chemin. Elle n'est pas seule, comme tu l'as été. » Il avait raison, comme toujours. Sophie ne portait pas seulement mes gènes, mon nom, mes rêves réinterprétés. Elle portait aussi l'amour inconditionnel que je n'ai jamais reçu de mon père, la liberté pour laquelle j'avais tant lutté, et la sécurité de savoir que sa valeur ne dépendait pas de son obéissance ou de sa soumission. Les années suivantes virent l'expansion et la reconnaissance de notre travail. Réseau Abri s'étendit à d'autres régions, et le projet Recommencement devint un modèle étudié internationalement. J'ai été invitée à parler dans des congrès, contribuer à des publications, participer à des commissions qui discutaient des politiques publiques pour les femmes et les enfants. En 1988, lors de l'adoption de nouvelles lois sur la protection de l'enfance, j'étais à Paris avec un groupe d'activistes, luttant pour inclure dans le texte législatif des garanties spécifiques pour la protection de l'enfance et de l'adolescence. L'émotion de voir nos efforts se transformer en loi, de savoir qu'il existait enfin une base légale solide pour le travail que nous faisions, était indescriptible. Article 22, ai-je lu à haute voix à maman au téléphone dès que j'ai eu accès au texte final. C'est le devoir de la famille, de la société et de l'État d'assurer à l'enfant et à l'adolescent, avec priorité absolue, le droit à la vie, à la santé, à l'alimentation, à l'éducation, au loisir, à la professionnalisation, à la culture, à la dignité, au respect, à la liberté et à la coexistence familiale et communautaire,
tout en les protégeant de toute forme de négligence, de discrimination, d'exploitation, de violence, de cruauté et d'oppression. De beaux mots, répondit maman, toujours pragmatique. Maintenant, il faut les faire sortir du papier. Et c'est exactement ce à quoi nous nous sommes consacrés dans les années suivantes. La loi sur l'enfance adoptée en 1989 a donné encore plus d'outils à notre travail. Nous n'étions plus de simples voix isolées criant dans le désert, mais partis d'un mouvement plus vaste, une transformation culturelle lente mais réelle dans la perception de la violence domestique en France. Quand j'ai pris ma retraite officielle en 1997, à 51 ans, ce n'était pas pour me reposer, mais pour me consacrer pleinement à la Fondation Nouveau Chemin, l'ONG que nous avions créée pour assurer la continuité du travail commencé tant d'années auparavant. Le siège de la Fondation, une grande maison dans le quartier de Belleville adaptée à nos besoins, devint un port sûr pour des centaines de femmes et d'enfants chaque année. Nous y offrions tout, abri temporaire, assistance juridique, soutien psychologique, cours professionnalisants et accompagnement éducatif pour les plus jeunes. Sophie, déjà diplômée en médecine et en pleine résidence de pédiatrie, venait les samedis offrir des consultations gratuites. Charles, retraité de l'enseignement, coordonnait un projet de soutien scolaire pour les enfants accueillis. Maman, malgré son âge avancé, donnait encore des cours de couture 2 fois par semaine. Nous étions une famille non seulement unie par le sang, mais par un but commun, reliée par le passé partagé et l'engagement envers un avenir différent pour d'autres familles. En 2000, un événement inattendu ramena le passé à notre porte. Une lettre arriva à la Fondation, envoyée de Clermont-Ferrand. L'expéditrice était Simone Olivier, l'ancienne bonne de notre maison, le témoin silencieux de notre souffrance. Avec des mains tremblantes, j'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre brève, écrite de lettres hésitantes, et une coupure de journal jaunie par le temps. « Madame Élise, disait la lettre, je vous ai vue à la télévision l'autre jour parler de votre travail avec les enfants. J'ai failli ne pas y croire. La petite fille effrayée que je connaissais est maintenant cette femme forte, aidant tant de gens. J'ai voulu vous écrire pour vous dire que je ne me suis jamais pardonné de n'avoir rien fait à cette époque. La peur m'a paralysée, mais ce n'est pas une excuse. Aujourd'hui, je suis une vieille femme avec plus de regrets que d'années de vie. Mais voir ce que vous êtes devenue me donne un certain réconfort. Peut-être que Dieu a un plan plus grand que nous ne pouvons comprendre. » La coupure de journal était une notice nécrologique. Décédée hier à son domicile, Madame Hélène Dupont, veuve du docteur Marcel Dupont, laissant 2 enfants et 4 petits-enfants. Mon cœur a fait un bond. Hélène, jusqu'où je savais, mes parents n'avaient pas eu d'autres enfants que moi. Qu'est-ce que cela signifiait ? J'ai téléphoné à l'expéditrice le jour même. Madame Simone, maintenant âgée de 85 ans, m'a raconté, entre sanglots, qu'après notre fuite, mon père s'était remarié avec une infirmière beaucoup plus jeune, nommée Hélène. Ils avaient eu 2 enfants. Selon elle, il avait continué à utiliser ses méthodes de contrôle avec sa nouvelle famille. On dit qu'elle a essayé de s'enfuir une fois, comme votre mère, a expliqué Madame Simone. Mais il l'a retrouvée et ramenée. Elle n'a plus jamais tenté. Elle vivait comme un fantôme dans la maison, toujours droguée, toujours obéissante. La nouvelle m'a frappée comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant que je construisais une nouvelle vie, pendant que je luttais pour protéger d'autres femmes et enfants, mon père avait simplement remplacé ses victimes précédentes par de nouvelles. Le monstre continuait, mais sur une autre scène. Les enfants, ai-je demandé, craignant la réponse. Comment vont-ils ? Le garçon s'est suicidé à 20 ans, a-t-elle répondu, la voix brisée. La fille vit à Paris, d'après ce que j'ai entendu. Elle n'est jamais revenue à Clermont-Ferrand après la mort de son père. Cette conversation m'a hantée pendant des semaines. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. Et si nous avions dénoncé mon père publiquement, au lieu d'accepter l'accord silencieux qui nous avait permis de recommencer ailleurs ? Et si nous avions exposé ces crimes au monde ? Combien d'autres Élises auraient pu être sauvées ? Charles, percevant mon tourment, me rappela doucement, vous étiez 2 femmes seules, sans ressources, sans soutien, à une époque où la parole d'un médecin valait plus que n'importe quelle preuve. Vous avez fait ce que vous pouviez avec ce que vous aviez, et regarde tout ce que tu as construit depuis, toutes les vies que tu as sauvées. Il avait raison, mais cela n'effaçait pas complètement la douleur. J'ai décidé que je devais agir, chercher une forme de rédemption, fermer ce cercle que le destin avait ouvert. Avec l'aide de contacts dans le domaine social, j'ai réussi à localiser ma sœur que je n'avais jamais connue. Catherine Dupont, 38 ans, professeure d'histoire dans une école publique de la banlieue sud de Paris, à quelques kilomètres de chez moi,
sans que nous ayons jamais su l'existence l'une de l'autre. Notre rencontre dans un café neutre fut chargée d'émotions et de malaise. Elle avait les mêmes yeux que mon père, le même menton, la posture rigide que j'avais reconnue dans mon propre passé. « Pourquoi avez-vous voulu me rencontrer » demanda-t-elle, direct, sans préambule. « Que espérez-vous gagner de cela ?» Il n'y avait pas de réponse simple. Je voulais demander pardon de n'avoir pas pu éviter sa souffrance. Je voulais confirmer que le monstre de notre enfance avait bien existé, qu'il avait continué à nuire. Je voulais offrir de l'aide, de la solidarité, un lien tardif de sororité. Peut-être pour confirmer que je ne suis pas seule, ai-je finalement répondu, que ce que nous avons vécu n'était pas imaginaire, pas exagéré, qu'il était réellement ce que nous savons qu'il était. Quelque chose dans mes mots sembla briser une barrière en elle. Ses yeux se remplirent de larmes contenues. Ses doigts serrèrent la tasse avec force. Il disait que ma mère était malade mentale, qu'elle avait besoin des injections pour rester calme, a-t-elle murmuré. Il disait que c'était pour son bien, pour notre bien. J'ai cru pendant des années. Tout le monde le croyait. Nous avons parlé pendant des heures, partageant des histoires si semblables qu'elles auraient pu être vécues par la même personne à des moments différents. La même prison, le même joug, les mêmes méthodes de contrôle, la même impuissance, la même peur, la même honte. Quand nous nous sommes séparés, la nuit était tombée. Nous avons échangé nos numéros, promis de nous revoir, mais nous savions toutes les deux que le lien que nous partagions était trop complexe pour être appelé famille, trop lourd pour être appelé amitié. Le travail que vous faites, a-t-elle dit en partant, est important. Cela compense ce que vous n'avez pas pu faire avant. Ces paroles, plus que tout, ont apporté un peu de paix au tourbillon qui me consumait. Nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons pas sauver ceux qui sont déjà partis. Mais nous pouvons transformer notre douleur en but, nos cicatrices en cartes qui aident d'autres à trouver le chemin vers la liberté. Et c'est exactement ce que je continue à faire aujourd'hui. À 70 ans, avec des cheveux blancs et des pas plus lents, mais avec la même détermination qui m'a animée depuis cette nuit de 1961, quand une fille de 15 ans a décidé qu'elle ne serait plus victime, mais architecte de son propre destin. Alors, chers amis qui m'avez écouté jusqu'ici, voici mon histoire. Une histoire de douleur, oui, mais surtout de dépassement, de transformation, d'espoir. Si vous traversez quelque chose de similaire ou connaissez quelqu'un qui le vit, sachez qu'il y a une issue, de l'aide, une vie au-delà de la peur et de la douleur. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne Mémoire de grand-mère. Mettez dans les commentaires d'où vous regardez. Cela me fait un plaisir de savoir que mon histoire touche des gens de toute la France, et au-delà. Aucune histoire d'abus ne devrait se terminer dans le silence et la solitude. Chaque histoire, aussi douloureuse soit-elle, mérite la chance d'un nouveau chapitre, d'un recommencement, d'une fin différente de celle qui semblait inévitable. À la prochaine vidéo, avec toute mon affection.